9 dans des gazettes que je traduisais à l'empereur, je trouvais l'histoire de Polier. C'était un des chefs les plus remarquables des fameuses guérillas. Il venait de Ceuta, appelé en nation, contre la tyrannie de Ferdinand, mais il avait échoué, avait été pris et pendu. L'empereur a dit: je ne suis pas du tout surpris de cette tentative en Espagne à mon retour de l'île d'Elba sur des Espagnols qui s'étaient montré la plus acharnée contre mon invasion qui avaient acquis le plus des renommés dont la résistance s'adresseront immédiatement à moi. Ils m'avaient combattu, disait-il, comme le tyran. Ils venaient m'implorer comme un libérateur. Ils ne me demandaient aucune légère somme, disait-il, pour s'affranchir eux-mêmes et produire dans la péninsule une révolution semblable à la mienne. Si j'eusse vaincu à Waterloo, je les secourir. Cette circonstance m'explique la tentative d'aujourd'hui. Ne doute qu'elle ne se renouvelle encore. Ferdinand, dont sa fureur a beau vouloir serrer avec rage son sceptre, un de ce beau matin, et lui glissera de la main comme une anguille. Les gazettes finit l'empereur dans son oisiveté fut ton mot à l'as. J'ai eu la grande satisfaction de le voir enfin s'arrêter sur la tableau généalogique, ce que je désirais depuis bien longtemps, car il le passait toujours. J'ai analysé devant lui sur le tableau de l'Angleterre la fameuse guerre de la rose rouge et de la rose blanche. Intelligible pour le grand nombre de lecteurs sont les succus des pareils tableaux. Il a été frappé de leur utilité et s'est mis alors à en parcourir un grand nombre d'autres. Il observait à celui de Russie qu'il serait bien difficile, sans secours, de suivre l'ordre irrégulière de succession des derniers souverains, et il a été fort surpris à celui de France de la démonstration singulière qu'en dépit de 7 ou 8 applications de la loi salique, Louis XVI eut encore régné comme si cette loi salique n'eût point existé. L'empereur s'arrêtait beaucoup sur l'encadrement rigoureux et complet de ces tableaux. Il ne revenait pas de la quantité de points de ralliement que s'y trouvaient indiqués en si petit espace. L'ordre numérique du souverain, son degré de génération, l'ensemble de toutes ses parentés. Et il me répétait ce qu'il m'avait déjà dit, ou à peu près, que s'il les eût bien connus, il me fait venir pour en obtenir un format plus commode, moins coûteux, et en faire la pâture des lycées. Il ajoutait qu'il eût voulu voir toutes les histoires imprimées avec des tas de documents à l'appui pour leur intelligence. Je lui disais que j'avais eu la même idée, qu'elle avait déjà été discutée sur l'histoire d'Angleterre par Hume, et que dans nos derniers événements, elle a les lettres sur l'histoire d'Allemagne de Pfeffert, sur celle de France de Hainaut et sur une histoire des 3 couronnes du Nord. Sur les 4 œuvres, j'ai présenté à l'empereur le capitaine de la Thébaine qui partait le lendemain pour l'Europe et le colonel McCoy du régiment de Céline. Ces braves soldats semblaient un monument mutilé. Il avait une jambe de moins,
Un coup de sabre lui traversait le front, d'autres cicatrices couvraient son visage. Il était tombé sur le champ de bataille en Calabre et demeuré prisonnier du général Portonneau. L'empereur lui fit un accueil tout particulier. On pouvait voir qu'il y avait sympathie réciproque. Le colonel McCoy avait été major du régiment corse qui commandait le nouveau gouverneur que nous attendons. Le colonel McCoy disait à quelqu'un qui trouvait un homme tel que l'empereur bien maltraité ici et qui s'opposait au général Law. Trop d'élévation pour ne pas penser que sa seule acceptation du gouvernement de l'île annonçait qui y viendrait améliorer notre condition. L'empereur est ensuite monté à cheval. Nous avons remonté notre vallée accoutumée et ne sommes rentrés que vers les 7 heures. L'empereur continuait de se promener dans le jardin. La température était des plus douces. L'éclair de lune charmant. Le beau temps était revenu tout à fait. 10. Désormais, l'empereur allait couramment dans son anglais et à l'aide du dictionnaire, peu à toute rigueur. C'est passé de moi. Ces progrès décidés, les révisions, la leçon s'est passée aujourd'hui à lire dans l'encyclopédie britannique l'article du Nil dont il prenait occasionnellement quelques notes pour se dicter au grand maréchal. Ici est trouvée une citation de jadis. J'avais entretenu l'empereur qu'il avait jusque-là regardé comme absurde. Le grand Albuquerque proposait au roi de Portugal de tourner le Nil avant son entrée dans la vallée d'Égypte et de le rejeter dans la mer Rouge, ce qui eût rendu l'Égypte un désert impraticable et consacré le cap de Bonne-Espérance pour la route unique du grand commerce des Indes. Bruce ne croit pas cette gigantesque idée entièrement impossible et frappait singulièrement l'empereur. Sur les 5 heures, l'empereur est monté en calèche. La promenade a été extrêmement agréable. La précaution d'avoir fait abattre quelques arbres a triplé l'espace primitif en créant plusieurs circuits naturels. Aurais-tu on a profité de la belle soirée pour se promener longtemps dans le jardin? La conversation a été de plus intéressant. Les sujets étaient en grand et profond. C'était sur les diverses religions, l'esprit qui les avait dictés, les absurdités, les ridicules dont on les avait extrêmes, les excès que les avions dégradés, les objections qu'on leur avait opposées. L'empereur traitait tous ces objets avec sa supériorité ordinaire. 11. L'empereur a lu aujourd'hui l'article Égypte dans l'encyclopédie et on a recueilli des notes qui ne sont pas que de lui être utile pour sa campagne d'Égypte. Cette circonstance lui est très agréable. Elle lui fait répéter plusieurs fois le jour combien il se trouve heureux de ses progrès. Il est de fait qu'il peut désormais lire toute seul. Sur les 4 heures, j'ai suivi l'empereur dans le jardin. Nous y avons promené pendant quelque temps. Bientôt après, on est venu nous rejoindre. La température était fort douce. L'empereur a observé le calme de notre solitude. C'était dimanche. Tous les ouvriers étaient au loin. Il a ajouté qu'on ne nous accuserait pas du moins de se passionner d'ardente poursuite de plaisir. En effet, il est difficile d'imaginer plus
d'uniformité, de plus d'absence de toute diversion. L'empereur soutient sa situation d'une manière admirable. Il nous surpasse tout de beaucoup pour la qualité de son caractère et la sérénité de son humeur. Il était difficile d'être plus sage et plus tranquille que lui, disait-il. Il se couchait à 10 heures, ne se levait, c'est-à-dire ne sortait que 5 ou 6 heures. Sa vie extérieure n'était donc guère des plus des 4 heures. C'était celle d'un vrai prisonnier qu'on tire chaque jour de son cachot pour le laisser respirer. Mais que de travaux chaque jour, que de pensées dans son langue intérieure. Au sujet du travail, l'empereur disait qu'il se trouvait aussi fort qu'il n'avait jamais été, qu'il ne se sentait ni flatterie, ni usé. On croit que ce fut qu'il se tenait lui-même de peu de fait de tous les derniers événements dont il avait été l'objet. C'était du plomb, disait-il, qui avait glissé sous le marbre. Les boîtes avaient peu comprimé les ressorts. Il ne l'avait pas brisé. Il s'était relevé avec toute son élacité. Il n'imaginait personne au monde qui mieux que lui eût supplié à la nécessité. C'était là, disait-il, le vrai triomphe de la raison et de l'âme. L'heure de la calèche est arrivée. En allant la joindre, l'empereur a aperçu la petite Hortense, la fille de Madame Bertrand, qui lui plaît beaucoup. Il l'a fait venir, l'a embrassée tendrement 2 ou 3 fois, et a voulu la prendre en voiture avec le petit Tristan de Montalon. Durant la course, le grand maréchal qui venait de parcourir les papiers racontait divers bons mots et caricatures qu'il y avait trouvés. Ils nous ont cité une assez piquante. 2 actions composaient le tableau. L'une était Napoléon donnant à la princesse d'asphalte pour la jeter au feu. La lettre dont la disparition sauvait son mari au vasité. Acte tyrannique d'un usurpateur. Le pendant était de toute autre nature. Cela nous a conduit à raconter à l'empereur un fou de caractère dont nous avions été inondés après la restauration. Il en était beaucoup qui l'ont fort amusé. Une surtout l'a fait sourire. C'était un changement de dynastie. L'empereur a observé que si les caricatures vengeaient quelquefois le malheur, elles harcelaient sans cesse le pouvoir et combien non a-t-on pas fait sur moi, disait-il. Alors il nous en a demandé quelques-unes. Parmi toutes celles que nous avons citées, il a fort applaudi celle-ci comme fort jolie et d'un fort bon goût. C'était le vieux George III qui, de sa côte d'Angleterre, jetait en colère à la tête de Napoléon sur la rive opposée. Un énorme betterave en disant « Va te faire sucre ».